Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du petit exo de colle, aujourd'hui numéro 139. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice un peu hors du commun. Bon, vous me direz, la plupart des exercices sur la chaîne sont déjà assez hors du commun, mais bref, on va dire que cet exercice alors ne sort pas de la règle. Mais c'est quand même un exercice qui va entremêler combinatoire et plein d'autres trucs. Un exercice plutôt acatable. Acatable. On va s'en remettre celle-là, hein. Attaquable. Attaquable. Ouais, non, je la garde. Franchement, dans toutes les fois où ça marche, à chaque fois que je me plante, là, vraiment, faut que je la garde celle-là. C'est trop drôle. Bref, incapable. Donc plutôt attaquable en première année de classe préparatoire. Et donc, bon, bah, sans plus attendre, on va lire l'énoncé ensemble. Soit n un entier naturel. Nous avons 2n plus un caillou. Lorsque nous isolons n'importe lequel d'entre eux, nous pouvons séparer l'ensemble des deux n autres en deux groupes de n cailloux dont la somme des masses est égale. Et donc, ce que je vous propose, c'est de démontrer que tous les cailloux qui sont en jeu ont la même masse. Donc voilà, un très joli exercice dont le type d'énoncé est un type d'exercice oral XENS central. Donc c'est un exercice qui en soi est assez compliqué à aborder, mais tout de même, cet exercice, je l'affirme à nouveau, est plutôt, je ne veux pas faire la faute, attaquable, voilà, est plutôt attaquable en première année de classe préparatoire, car en effet, on ne va pas avoir besoin d'avoir beaucoup d'outils pour l'attaquer. Alors, la première chose que j'aimerais faire, peut-être avant de vous laisser plus de temps à la résolution, c'est d'attaquer donc les premiers cas de figure. Bon, n égale 0, je pense que vous l'aurez tous compris. Il n'y a rien à faire de spécial. Voilà. Puisque bon, bah, vous n'avez qu'un seul caillou. Et donc, bah, ce seul caillou, il a bien sûr la même masse que tous les autres cailloux, puisqu'il est tout seul. Voilà, il n'y a rien à dire. Par contre, ce qui va commencer à être intéressant, c'est pour n égale 1. Donc, si je prends n égale 1, ça veut dire que nous avons donc 3 cailloux. Donc, je vais numéroter de 1 à 3. Nous avons 3 cailloux. Et puis, bon, bah, à chaque fois que vous pouvez isoler l'un d'entre eux, donc imaginons on isole 1, eh bien, vous pouvez séparer alors les deux autres cailloux en normalement deux groupes de n cailloux, donc ici n égale 1, donc en deux groupes de un seul caillou, qui fassent que la somme des masses qui est en jeu soit égale. Donc là, bah, séparé en deux groupes, on ne va pas avoir beaucoup de choix. Deux groupes de un seul caillou, bah, on va avoir 2 et 3 tout seuls. Ça, je pense que c'est assez clair. Et puis bah, là, la somme des masses, bah, c'est juste la masse du deuxième caillou. Et puis ici, la somme des masses, c'est la somme, enfin, c'est juste la masse du troisième caillou. Et donc, bah, ça veut dire que la masse du deuxième caillou est égale à la masse du troisième caillou. Et si vous refaites ça sur tous les cailloux que vous voulez isoler, je pense que c'est assez clair qu'on va avoir en effet toutes les masses. Donc si je me permets de les noter MI, les masses des cailloux, eh bien on va bien avoir M1 égale M2 égale M3. Si je refais la même chose en isolant 2 ou en isolant 3. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'en effet, pour les premières valeurs de n entier naturel, ça fonctionne. Maintenant, la question, c'est comment le prouver dans un cadre beaucoup plus général. Et voilà, bah, je ne vais pas en dire davantage, puisque moi, je n'ai pas envie de vous divulgacher les outils dont on va avoir besoin pour résoudre cet exercice. Donc je vous invite dès maintenant à faire une pause à cette vidéo pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, eh bien j'espère que vous avez essayé. Je pense que c'est un très joli exercice à faire. Un exercice qui peut également servir comme développement à l'agrégation. Alors, pas vraiment développement entier pour l'agrégation externe, j'entends bien, mais plutôt pour l'agrégation interne, notamment pour les leçons d'exercice. Je pense que c'est un très joli exercice à mettre. Et puis même, ça peut être un très joli exercice aussi d'application d'algèbre linéaire. Car oui, de manière un peu surprenante, on va utiliser de l'algèbre linéaire pour résoudre notre problème. Alors, avant de parler d'algèbre linéaire, je vais me permettre d'abord de traduire notre énoncé afin peut-être d'un peu mieux comprendre ce qui se passe. Et puis, en changeant un tout petit peu notre façon de voir ce problème, eh bien, on va pouvoir en effet se ramener à un problème d'algèbre linéaire. Donc, comme j'ai commencé à le faire, eh bien, pour nos deux n plus un caillou, alors d'ailleurs, j'ai pas fait la blague, mais évidemment, caillou, hein, voilà, il y en a pas mal qui vont penser à toutes les vidéos classiques du genre, tous les mèmes qui ont tourné sur les cailloux. Bon, voilà, c'est le moment de faire vos grands garçons. Bref, je ne compte pas balancer des cailloux aujourd'hui, je vous le dis tout de suite. Maintenant que j'ai fait ma blague, je continue. Donc, nous avons nos deux n plus un caillou.
Et on va les numéroter de 1 à 2n plus 1. Numéroter de 1 à 2n plus 1, histoire de pouvoir les distinguer. On va noter, notons, M indice I, la masse du ième caillou. Très bien. Bon, et puis on va essayer de mettre en place aussi ce que l'on dit dans cette affaire-là. Donc, si je prends un caillou n'importe lequel, donc on va dire soit K, considérons K, un élément dans un 2n plus 1, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il existerait un moyen de séparer l'ensemble des 2n cailloux restants en deux sous-ensembles de n cailloux, tels que la somme des masses soit égale. Et donc, si je devais l'écrire un peu différemment, ça signifie, ou en tout cas plus mathématiquement, ça voudrait dire que je peux trouver, d'après l'énoncé, ou les hypothèses si vous voulez, il existe deux sous-ensembles, IK et JK, donc des sous-ensembles de 1, 2n plus 1, auquel j'enlève K, tel que, voilà, deux points. Alors, on a plusieurs choses qui se produisent. D'une part, le cardinal de IK, c'est le même que le cardinal de JK, qui est égal à n. D'autre part, ça doit être une partition de cet ensemble. Donc là, il me suffit de dire que l'intersection entre IK et JK est vide, et ça sera amplement suffisant pour avoir une partition de l'ensemble. Et on veut que la somme pour I dans IK des MI, donc la somme des masses des cailloux qui se trouvent dans le premier groupe, ce soit égale à la somme des masses des cailloux dans le deuxième groupe. Très bien, et donc ce qu'on est en train de dire, c'est que ce truc-là, il est vrai pour tout cas. Alors maintenant, si on réfléchit un petit peu plus à ce problème et qu'on tend vers de l'algèbre linéaire, on pourra penser, parce que bon, je pense que c'est bien de faire un parallèle tout de suite, à un autre exercice que nous avons déjà attaqué sur la chaîne, c'était l'exode-col numéro 75, si je ne m'abuse. J'y arrivé. Voilà, donc c'était l'exode-col numéro 75, appelé une colle ensembliste. C'est un très joli exercice sur lequel on avait n plus 1 ensemble dans un ensemble 1n, je crois, et il était question de démontrer qu'il existait deux sous-ensembles disjoints des ensembles que nous avions, tels que l'union des premiers est égale à l'union des seconds. Et pour le démontrer, on a dû faire aussi appel à de l'algèbre linéaire et des questions de matrice. Et bien là, on va faire la même chose. On va en tout cas faire la même chose. Ça ne va pas être la même approche du tout. Enfin, je pense que l'approche est assez différente. Je dirais peut-être pas que qu'elle est totalement différente, mais en tout cas, l'approche va être différente. L'idée étant que je vais changer un tout petit peu mon calcul pour voir une équation qui doit être satisfaite pour tout cas. Et donc, pour tout cas, bien sûr, il va y avoir l'existence d'un ensemble IK-JK qui vérifie les propriétés demandées. Et en changeant cette équation sous une forme d'écriture vectorielle, petit à petit, je vais pouvoir construire une matrice qui va pouvoir m'intéresser et qui constituera en fait l'équation que j'aimerais satisfaire pour notre ensemble de masse. Et une fois qu'on a cette équation, on va étudier les solutions de cette équation. Et on va voir que les solutions de cette équation, ça va avoir comme seule condition d'avoir en fait toutes les composantes du vecteur concernant le vecteur masse comme étant égales à toutes égales en fait. Donc comme étant en fait collinéaire au vecteur 1, 1, 1, 1, si vous préférez. Très bien, alors maintenant que j'ai commencé à traduire le problème, je vais aller jusqu'au bout puisqu'il faut quand même qu'on commence à voir les vecteurs. Et donc si je change mon écriture en disant je vais noter x mon vecteur de masse, donc m1 jusqu'à m2n plus 1. Ça, c'est mon vecteur réel. Bon, normalement, réel positif, mais bon, là, ça n'a pas forcément beaucoup d'importance pour l'instant. Donc, des réels, ceci.
Et si je considère VK, le vecteur formé que de plus ou moins 1, mais avec un 0 à la kème composante, bon, on pourrait être un tout petit peu plus précis, pardon, on pourrait juste dire en fait que chacune des composantes de VK, c'est écrit, ça vaut 1 si l'indice I en question appartient à IK, et sinon moins 1, donc c'est moins l'indice I appartient à JK. Voilà, vous pouvez très bien l'écrire de cette manière-là, ce vecteur, et puis le cas particulier, si I est égal à K, K n'appartient à aucun des deux, donc ça fera 0. Voilà. Donc on peut donner une expression explicite du vecteur qui est ici, mais je ne vais pas en avoir besoin. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on a une question de plus et moins 1, et que la somme des valeurs qui apparaissent, eh bien c'est égal à 0. Voilà, donc il doit y avoir autant de plus 1 que de moins 1. Et donc, ce que nous venons d'écrire là par cette équation, c'est que nous avons, si je ne fais pas de bêtises, x fois la transposée de VK. Donc vous mettez VK en forme de colonne, puis x en forme de ligne, et puis x en colonne. Vous faites le produit, donc ça va faire un produit scalaire. Et donc en faisant ce produit scalaire, vous vous retrouvez exactement avec le calcul donné par cette somme-là, moins cette somme-là, ce qui va nous donner 0. OK. Et donc, partant de cette nouvelle écriture, ce que je viens d'écrire là, je peux le faire pour tout cas. Donc en effectuant la même chose, la même traduction, pour tout cas, dans 1, 2n plus 1, eh bien on se retrouve avec la chose suivante. Un grand V fois x qui est égal à 0 avec V qui va être donné par la matrice dont les lignes vont être les transposées des vecteurs VK, donc V1, transposé de V2. Je vais peut-être faire des plus petits t quand même. Donc, transposé de V2, transposé de V1, tac, 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 transposé de V, 2n plus 1. Avec les VI définis comme j'ai fait ici, à partir des ensembles IK et JK que l'on peut constituer d'après les hypothèses de l'énoncé. Donc très bien, on se retrouve avec ce genre de choses. Et donc ça c'est équivalent à dire que mon vecteur X formé des masses appartient au noyau de cette matrice. Sachant que cette matrice est une matrice, bien sûr, de taille carré 2n plus 1 à coefficient, et je peux même être un peu plus précis, c'est à coefficient entier. Et donc là, ce que je peux constater pour l'instant, c'est que X appartient, donc ça c'est équivalent à dire que X appartient au noyau de V. Alors un autre truc facile que l'on peut constater, tout de suite, donc remarque importante, c'est que le vecteur avec que des 1, ça appartient au noyau de V. Bah oui, parce que si vous faites en effet V fois votre vecteur, vous allez vous retrouver pour chacune des composantes, tout simplement avec la soustraction des deux sommes qu'on a écrites tantôt, donc I appartenant à I1 des MI, moins somme pour J appartenant à J1 des MJ, et puis vous faites pareil sur tout cas, donc même chose pour le dernier, I2N plus 1. Bon, ça écrit un peu petit, je suis désolé, mais c'est juste histoire que vous voyez un peu ce qui se passe. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça sera illisible, tant pis. Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment que vous avez en fait le calcul que j'avais écrit tantôt ici, en soustraction, et bon, vous savez déjà que ces sommes-là sont égales, donc ça nous donne en effet le vecteur nul. Voilà. Donc il est assez clair que le vecteur 1, 1, 1, comme vous voyez ici, est dans le noyau. L'objectif est donc de parvenir à montrer que le noyau, c'est exactement égal à vecte de 1, 1, 1, puisque c'est ce qu'on veut démontrer en fait. On veut démontrer que si x vérifie la propriété qui est ici, alors x est nécessairement collinéaire au vecteur qui est ici, donc le vecteur 1, 1, 1. Donc objectif, notre objectif,
d'un point de vue donc algèbre linéaire, montrer que le noyau de V, c'est en effet vect de 1, 1, 1. Et donc on est d'accord que cela permettra de conclure. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah vous faites demi-tour et puis vous réécoutez les explications. Normalement, je pense en avoir fait suffisamment pour comprendre ce qu'il nous reste à faire. Bon, alors vous pourrez constater un truc, c'est que la dimension du noyau, qui est ici, est alors de dimension 1. Qu'est-ce que vous pouvez dire, pardon, qu'est-ce que vous pouvez dire du rang de cette matrice? Eh bien, le rang, ça va forcément être 2n. Comment on peut démontrer qu'une matrice est de rang 2n? Alors vous pourriez me dire, je vais faire des opérations sur les lignes et les colonnes et puis essayer de voir si je peux me ramener à quelque chose d'assez sympa pour pouvoir plus facilement dire que le rang c'est bien 2n, c'est vrai. Mais une autre astuce, c'est de se dire, bah, je vais peut-être regarder les mineurs de taille 2n. Et si par hasard j'en trouve un, bon, en n'étant pas trop bête, on peut voir très vite quel genre de mineur on va prendre, mais bref, si j'en trouve un de taille 2n qui est non nul, eh bien j'aurais réussi à démontrer que le rang, il est forcément égal à 2n, ou en tout cas il est au moins égal à 2n, et ça peut être 2n plus 1, mais ça ne peut pas être 2n plus 1 étant donné qu'on a déjà un vecteur dans le noyau. Donc, bah, forcément, ça sera exactement égal à 2n. Donc c'est ça que je vais faire. Donc montrer que ce noyau est ça, et comme ça revient à dire que, comme on sait déjà que 1, 1, 1 est dans le noyau, ça revient à dire en effet que le rang de V est égal à 2n, et pour montrer une telle chose, bah, ça va revenir. Donc encore une fois, je vais quand même le préciser, c'est parce que je sais que le vecteur 1, 1, 1 est dans le noyau, hein. Sinon ça ne serait pas vrai ce que je suis en train de dire, ça ne serait pas des équivalences. Hein. D'accord? Mais ça devient des équivalences parce que je sais déjà ce qu'il en est pour le noyau. Enfin, je sais déjà pour ce vecteur 1, 1 ce qu'il en est. Donc là, montrer que le rang de ma matrice est égal à 2n, c'est équivalent alors à montrer qu'il existe un mineur, donc une sous-matrice de taille 2n, 2n. Donc sous-matrice, ça veut dire vous enlevez une colonne et une ligne à votre matrice de départ. Un mineur de taille 2n, et normalement quand on parle de mineur, on parle aussi de calcul de déterminant. Non nul de V. Si j'arrive à montrer ça, bah on a gagné. Ok, alors maintenant que j'ai dit ça, bah, je pense qu'il y en a un qui va se dessiner très rapidement. Votre matrice V est de la forme suivante. Vous n'avez que des zéros dans la diagonale, puisque, bah, je vous rappelle, c'est la transposée de VK, et VK, on avait dit que la kème composante vaut 0. Tous les autres, c'est que des plus 1, moins 1. Plus ou moins 1. Dépendant des ensembles qui sont en jeu. Et vous allez voir que j'ai pas besoin d'expliciter, enfin, j'ai vraiment pas besoin d'expliciter les ensembles, car on va très vite se ramener à un cas de figure qui va nous permettre de conclure. Et ça va être l'autre grosse astuce de cet exercice, je pense. Astuce qui va se comprendre très vite. Je pense que normalement, vous avez très envie de vous débarrasser des plus et des moins, et vous allez voir qu'il y a un moyen simple de s'en débarrasser pour essayer de voir si notre sous-matrice va être inversible. Donc là, la sous-matrice qui devrait se dégager un petit peu par rapport à ce que je viens d'écrire, ça serait de dire, je vais plutôt prendre la sous-matrice donnée en enlevant la première ligne et la première colonne. Donc je vais l'appeler W, ma sous-matrice, qui est maintenant de taille 2n, et qui est tout bêtement de la même forme que la matrice de départ. Tac. Donc ça, c'est ma matrice de taille 2n. À coefficient réel ou à coefficient dans z. Hein, là, je vais quand même souligner le fait que vraiment les entiers qui sont en jeu sont, enfin les coefficients qui sont en jeu sont des entiers. C'est important. Le fait que ce soit des entiers, bah, ça va me permettre, puisque comme je le disais, j'ai très envie de me débarrasser des signes. Par rapport à des entiers, quel est un moyen assez simple de se débarrasser des signes quand on a affaire à des entiers? Eh bien, le bon moyen, c'est de regarder de la congruence. Et ouais, pourquoi pas regarder notre matrice modulo 2. Si je regarde ma matrice modulo 2 et que je suis capable de montrer que ma matrice est inversible modulo 2, eh bien, je pense qu'on pourra conclure que notre matrice est inversible tout court. Et donc, bah, on pourra remonter, notre matrice est inversible, donc le mineur en question est non nul, enfin c'est équivalent, et donc ça veut dire que le rang de ma matrice de départ, c'est bien égal à 2n. Voilà l'astuce. Donc, bah, c'est exactement ce que je vais faire. On se ramène à du calcul
dans Z sur 2Z. Et puis je vais expliquer ensuite rapidement pourquoi, en effet, le fait de savoir que le déterminant de la matrice sur Z sur 2N est non nul implique que forcément la matrice est inversible. Donc on se ramène à du calcul dans Z sur 2N, et en faisant ça, alors mon W bar, ça devient finalement une très gentille matrice où on a finalement que des 0 et des 1. Bon, je ne vais pas mettre des barres partout. Je pourrais me taper des barres. Non, franchement, il faut que j'arrête des blagues comme ça, c'est pas possible. Même Benjamin II, il soufflerait en me voyant. Bref, donc nous prenons ce genre de matrice là, et puis ce que nous allons faire, c'est donc calculer le déterminant de cette matrice. Et donc déterminant, c'est parti, hein, je pense que ce sera beaucoup plus simple. Donc déterminant de W bar. Et là, il y a une opération magique à faire, mais qui est aussi une opération très classique à faire dans les matrices, c'est de se dire, je vais prendre une colonne et je vais additionner toutes les autres colonnes. Pourquoi penser à ça? C'est parce que, le nombre de coefficients non nuls sur chacune des lignes, c'est quoi? Si vous y réfléchissez un peu, c'est un nombre impair. Donc ça veut dire que si vous faites la somme des valeurs que vous avez sur une ligne, ou sur une colonne à vrai dire, mais là ici surtout sur une ligne, vous allez vous retrouver avec à chaque fois un nombre impair qui est tout simplement 2n-1. Et donc comme vous vous retrouvez avec un nombre impair, modulo ce qu'il faut, donc modulo 2, ça me donnera finalement 1. Donc la bonne idée, c'est de se dire, je vais remplacer la première colonne par exemple, en la somme de toutes les colonnes qui sont en jeu. Donc, ça va me donner une colonne de 1 comme ça, puis après tout le reste ne change pas, donc vous avez des 0, 0 ici, 1, 1, 1, et 1, 1, 1, comme ceci. Voilà. Donc on se retrouve avec cette chose-là, avec là ici l'opération, donc c'est vraiment un trait droit par contre, parce que c'est un déterminant, avec l'opération, donc C1 devient C1 plus C2 plus K plus C2N. Une fois que vous avez fait ça, je pense qu'il y a une autre opération très simple qui devrait vous venir en tête, c'est de soustraire. Donc à chacun des CI, je vais soustraire C1. Et donc en faisant ça, je me retrouve avec la matrice suivante, qui va être toute gentille, mignonne, vraiment très mignonne, où vous allez avoir que des 1 dans la diagonale. Tac, et puis des 0 ailleurs. Donc là, l'opération qu'il a fallu faire, c'est changer maintenant CI en CI moins C1. Je rappelle que ces opérations-là sont des opérations élémentaires sur les calculs de déterminants, et ces opérations-là ne changent pas le calcul du déterminant. Donc voilà, on est ramené à une très gentille matrice toute mimi qui est triangulaire triangulaire inférieur, et on connaît déjà tous les coefficients qui valent 1. Donc le déterminant de cette chose, ça vaut 1, donc dans Z sur 2Z, bien sûr. Et donc elle est non nulle. Voilà, alors maintenant la question c'est en quoi en effet le fait de savoir que ce déterminant est non nul permet de conclure que le déterminant de W est non nul? Et parce que le déterminant de W c'est un entier. Et là ce que je viens de démontrer, c'est que le déterminant de cet entier, il est impair. On vient de démontrer. Donc, or, W, je rappelle que c'était une matrice de taille 2n à coefficient entier. Et par conséquent, le fait que le déterminant de W bar soit égal à 1, donc dans Z sur 2Z, implique, et même équivaut à dire que le déterminant de W, il est impair. Et s'il est impair, il ne peut pas être pair, donc autrement dit, ça implique que le déterminant ne peut pas être nul. Et donc voilà, c'est terminé, je viens de démontrer que W est inversible. Et donc comme W est inversible, on a bien montré qu'il existe un mineur de taille 2n non nul dans W. Et donc on remonte, ça veut dire alors qu'on a notre matrice V qui est de rang 2n. Donc on connaît la dimension de l'image qui est 2n, on connaît la dimension du noyau qui est de 1. Et donc on arrive à conclure. Donc je vais me permettre juste d'écrire la conclusion, donc d'effacer un petit peu et d'écrire la conclusion. Encore une fois, n'hésitez pas, je vais peut-être me mettre un peu de côté, n'hésitez pas à faire des pauses sur la vidéo s'il y a 2-3 choses que vous voulez voir en détail, parce que là je sais que je vais peut-être un peu vite, mais c'est vraiment, je trouve que c'est un exercice
assez élémentaire, à condition qu'on ait quand même une bonne idée de la direction à prendre. Et c'est ça qui est difficile à trouver dans cet exercice. C'est là où il y a l'originalité en fait. Cette originalité d'exercice, c'est vraiment le fait d'avoir pensé à utiliser de l'algèbre linéaire pour pouvoir traduire notre problème sous un format d'équation matricielle, d'équation assez classique matricielle, et à partir de cette équation matricielle, pouvoir montrer ce que l'on souhaite, donc c'est-à-dire qu'ici, le noyau de notre matrice, c'est rendu à ce vecteur-là, et donc arriver à la conclusion. Donc voilà, donc grâce à ça, ainsi, le rang de V est normalement supérieur ou égal à 2n, mais est donc égal à 2n, car on sait déjà que le noyau de V contenait les multiples de mon vecteur 1, 1, 1. Et donc ça veut dire que le noyau, c'est bien les vecteurs collinaires à 1, 1, 1. Par conséquent, d'où le fait que si Vx est égal à 0, en fait c'est un si et seulement si, Vx est égal à 0, si et seulement si, x est égal à un certain petit x fois le vecteur 1, 1, 1 avec x. Comme on parle de masse, ça va être plutôt un réel positif non nul. Mais voilà, et du coup, en effet, on arrive à conclure que tous les cailloux ont la même masse. Voilà, bon bah, je trouve que c'est un très joli exercice et je pense que ça valait vraiment sa place sur cette chaîne comme exercice de colle, puisque bah, c'est vraiment un exercice assez surprenant dans son approche, puisque l'énoncé est quand même plutôt combinatoire, donc on a plutôt l'impression qu'on va devoir utiliser des questions de dénombrement, des choses comme ça, mais en fait, bah non, il y a des équations linéaires qui apparaissent. Ces équations linéaires sont plus ou moins naturelles si on le traduit correctement cet exercice, comme je viens de le faire. Et c'est vraiment important, hein, vraiment, prenez le temps de traduire l'exercice, hein, peu importe le type d'exercice que vous avez. Prenez le temps de bien comprendre cet exercice, quitte à faire des exemples. Je vous ai fait d'ailleurs des exemples au début, c'était pas pour rien, c'était pour vous faire comprendre aussi l'énoncé. Mais en changeant un tout petit peu le contexte, en commençant peut-être avec n égale 2, vous auriez pu commencer à constater qu'il y a en effet des équations linéaires qui apparaissaient. Et bah, après, toute la question est de savoir bah, que se passe-t-il exactement avec ces équations, ces différentes équations, sachant que ces équations, bah, on n'a pas tant d'informations que ça. C'est sûr qu'à partir de n égale 2, on peut pas... faut faire des choix sur les équations que l'on souhaite faire intervenir, mais je pense qu'on aurait pu commencer à pressentir le fait qu'on ait besoin de regarder une matrice en faisant le cas n égale 2. Je vous ai fait simplement le cas n égale 1, le cas n égale 0 étant vraiment trivial, le cas n égale 1, je trouvais assez intéressant parce qu'il se résolvait très vite, étant donné que juste en enlevant un des cailloux, bah, vous pouvez tout de suite conclure que les deux autres cailloux ont la même masse, et donc bah, réussir à conclure en faisant cette opération 2 fois était amplement suffisant. Bref, est-ce que j'ai autre chose à dire concernant cet exercice? Bah non, pas grand-chose d'autre. Je pense que c'est le bon moment de s'arrêter. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Ça fera toujours plaisir de discuter maths avec vous. N'oubliez pas non plus de laisser un petit pouce, ça fait aussi plaisir. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!